Pour vous parler d'une histoire, d'un épisode assez méconnu de l'histoire du fer, notamment de l'histoire du fer en Europe. L'Europe a connu un moment fondamental dans son histoire, dans l'histoire de sa sidérurgie. Il s'agit donc de l'innovation appelée procédé indirect de production de fonte. Alors, il s'agit de la production de fer brut à partir du minerai, qui se rattache à ce qu'on appelle la métallurgie primaire. Dans le procédé indirect, cette production ne se fait plus en une seule étape comme dans le procédé direct. Le procédé direct, c'est le bas-fourneau dont nous a parlé tout à l'heure Philippe Dillmann, mais se fait en deux étapes principales, passant par une étape intermédiaire, un produit intermédiaire qui est la fonte. Je reviendrai bien sûr sur tous ces points-là. Et il se trouve que ce moment de l'histoire de la sidérurgie européenne est un moment médiéval qui appartient à la fin du Moyen-Âge. Donc je vais commencer par vous parler de ce qu'est ce procédé indirect d'élaboration du fer, de manière un petit peu plus détaillée. Donc jusqu'à présent, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, donc, la seule manière de fabriquer du fer, c'était le procédé direct, autrement dit une production où le fer restait à l'état liquide dans le bas-fourneau et où il fallait ensuite la mettre en forme, comme vous l'avez vu dans la présentation précédente. Désormais, disons, quand on passe au procédé indirect, eh bien, comme la température de fusion du fer, 1535 degrés Celsius, est dépassée, on va avoir une production dans un autre état, l'état liquide, et donc cette production se fait dans un haut fourneau et on recueille en bas du haut fourneau un alliage. En fait, on ne recueille pas de fer, mais on recueille un alliage fer-carbone, qu'on appelle la fonte. Donc c'est comme l'acier, mais il y a un peu plus de carbone que dans l'acier, il y a quelques pourcents de carbone. Et on ne peut pas faire autrement, en quelque sorte, que de recueillir cette fonte. C'est-à-dire que le carbone se dissout, en quelque sorte, dans le fer. Et je suppose qu'au début, les premières fois que c'est arrivé, les métallurgistes ont dû être extrêmement étonnés de récupérer un fer déjà liquide et qui, de surcroît, n'avait pas les mêmes qualités que le fer, puisque cette fonte est très dure, certes, elle peut se mouler, ce qui est évidemment un avantage par rapport à ce qui existait auparavant, mais c'est un métal, c'est un alliage qui est également assez cassant, qui ne peut pas se forger et que donc on ne peut pas mettre en forme de la même manière que le fer. Autrement dit, pour fabriquer du fer, ce qui était quand même le but principal à ces époques, il faut, dans un deuxième temps, donc c'est pour ça cette deuxième étape qui fait qu'on parle de procédé indirect, il faut dans un deuxième temps affiner cette fonte pour la transformer en fer, et cet affinage se fait dans une forge d'affinerie. Voilà, c'est donc finalement cette transformation en deux étapes qui fait l'innovation dont je vous parle aujourd'hui. Il y a, pour atteindre ces températures dans le fourneau, et je précise que bas fourneau, haut fourneau, ce sont des termes conventionnels, certes, il y en a un qui est plus petit que l'autre, mais surtout ce qui est important, c'est que dans le haut fourneau, la température atteinte est très élevée, et pour qu'elle soit élevée à ce point-là, il y a eu un préalable dont vous a parlé aussi Philippe Dillmann, c'est l'emploi de l'énergie hydraulique pour cette élaboration du fer à partir de minerais. Cet emploi de l'énergie hydraulique, donc dans la filière du procédé indirect, est assez systématique à toutes les étapes, puisque l'on sait qu'il y a donc des souffleries hydrauliques, autrement dit les soufflets dont on a besoin à toutes les étapes, à chaque fois qu'il y a des foyers, donc notamment pour le haut fourneau, mais également on peut aussi souffler, on a besoin de souffler dans d'autres foyers, soit l'affinerie, soit la chaufferie. La chaufferie étant un lieu où on met en forme, on fait une première mise en forme de la loupe de fer récupérée après le foyer d'affinerie. Bon, bref, en tout cas, on a besoin éventuellement, en tout cas c'est indispensable pour le haut fourneau, et c'est utile pour la forge d'affinerie, on peut utiliser une soufflerie hydraulique.
La soufflerie hydraulique, vous le voyez, c'est l'utilisation d'une roue hydraulique avec un arbre à cames qui va actionner des soufflets, en l'occurrence, comme vous le voyez sur cette image de la fin du XVe siècle. L'image étant d'ailleurs un petit peu interprétée, pas très juste du point de vue technique, mais ça vous donne une idée un petit peu de la manière dont cela pouvait se passer. Par ailleurs, vous l'avez vu également, l'énergie hydraulique peut être utilisée pour le martelage qui devient beaucoup plus efficace, on l'a vu, et qui permet par exemple la mise en forme de barres dans le cadre des grands bâtiments comme les cathédrales. Et ce martelage, bien sûr, il va être utilisé ici, c'est-à-dire au moment de cette première mise en forme, sous forme d'une barre de fer ou d'une autre forme, mais c'est souvent des barres de fer qui sortent de l'usine à fer qui utilise le procédé indirect. Donc cette utilisation, cet emploi de l'hydraulique, de la force hydraulique, n'est pas, vous l'avez vu aussi déjà, n'est pas propre au procédé indirect. Disons que ça a permis le procédé indirect, notamment par cette soufflerie hydraulique qui permet de très hautes températures, et ça a été utilisé de manière systématique dans la chaîne opératoire du procédé indirect. Donc, le procédé direct peut et a utilisé l'énergie hydraulique, là aussi pour souffler dans le bas-fourneau, parfois, et en tout cas systématiquement et massivement à partir d'une certaine période pour le martelage. On connaît cet emploi, disons, dans le cadre du procédé direct, par notamment de la documentation écrite. Je vous donne deux exemples de cet emploi. Un exemple qui appartient donc à la Lorraine, plus exactement à l'époque au comté de Bar, et on connaît par deux documents différents une certaine forge à eau à Moyeuvre, et on connaît la date de mise en place de cette forge, c'est la date de 1323. Donc vous avez à la fois un contrat entre des bourgeois de Pont-à-Mousson et le comte de Bar, qui définit les conditions d'exploitation, de construction et d'exploitation d'une fer faisant fer par eau, écrit à la manière de l'époque. Et vous avez également ensuite, dans la comptabilité du comte de Bar, cette forge apparaît. Et vous le voyez, c'est là où j'ai mis la petite flèche rouge, et on voit bien que cette forge a été construite. Ce n'était pas simplement une intention, mais que cette forge a été construite. Là, on est dans le cadre du procédé direct. Autre région bien connue et bien étudiée par Catherine Vernat, ayant utilisé de manière vraiment massive l'énergie hydraulique dans le cadre du procédé direct, c'est le sud-ouest de la France, notamment la région pyrénéenne, le comté de Foix, mais pas seulement, vous le voyez, une bonne partie des Pyrénées, et puis également plus au nord, dans le Languedoc, du côté de la Montagne Noire, eh bien, un certain nombre de mentions, et vous ne les voyez peut-être pas très bien parce que c'est loin, non, en fait on voit quand même, je pense, on voit que ces mentions sont à peu près contemporaines de celles de Moyeuvre, et vous revoyez des dates du type 1313, 1316, etc. On est au début du XIVe siècle, avec une date, la première peut-être, sans doute en tout cas, de 1283 qui se trouve ici. Mais globalement, cet emploi de l'hydraulique dans le cadre du procédé direct, même si les premières mentions sont plus anciennes, comme vous l'avez dit Philippe Dillmann, qui citait la date de 1135, en réalité, ça devient véritablement assez diffusé et assez habituel à partir de 1300, à partir du XIVe siècle. Ça n'est pas seulement d'ailleurs du côté des Pyrénées ou du côté de la Lorraine. Vous retrouvez les Molina Ferrea des Pyrénées, qu'on appelle maintenant souvent moulines. Vous reconnaissez la forge faisant fer par eau de Moyeuvre. Mais sur cette carte établie par Jean-François Bellost, où il pointe un vocabulaire extrêmement divers, il montre qu'il y en a beaucoup en France, et je pourrais vous montrer éventuellement
une carte d'Europe, c'est-à-dire que le procédé direct utilisant la force hydraulique est quelque chose d'extrêmement diffusé dans les derniers siècles du Moyen-Âge. Alors bien sûr, vous me direz, pourquoi est-ce que je m'étends sur cette histoire qui précède, mais de peu souvent, vous allez le voir, qui précède le procédé indirect, c'est parce que cette histoire est liée, les choses vont ensemble. Notamment, je vous montre ici une forge à eau, enfin des environs de Namur, dont je vais vous parler juste après. 1345, on est un petit peu toujours dans la même chronologie, hein, donc il y a une logique très forte. Or, cette forge-là, à eau, des environs de Namur, est une forge utilisant le procédé indirect. Je vais vous le montrer tout à l'heure dans 2 minutes. Voilà, donc le procédé indirect, en fait, sur cette base d'emploi de l'énergie hydraulique, représente un saut technologique, on peut le dire, parce que du fait justement de cet état liquide, tout change. Il y a à la fois une modification significative, vous l'avez vu, de la chaîne opératoire, et il y a aussi un nouveau métal qui certes est souvent affiné, mais qui va pouvoir également être utilisé pour faire de nouveaux objets. Ce métal, bien sûr, il peut être fondu, donc il apparaît à l'état liquide, il peut être moulé, et évidemment, ça change tout. Il est utile parce qu'il va servir à des choses qu'on emploie dans la cuisine, par exemple, des tacs de cheminée, des marmites, qui vont devenir progressivement de plus en plus courantes, mais il est aussi très utile pour la guerre, puisque, vous le voyez avec la photo que je vous montre, il a servi évidemment massivement, hein, elle a servi, cette fonte, ce nouveau métal, a servi à fondre des boulets. Si vous voulez marteler, à partir de fer, marteler et façonner des boulets, c'est quelque chose quand même de très compliqué, surtout si le boulet devient un peu gros. En revanche, couler un boulet, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Donc, la fonte est utilisée, c'est un fait, ça va devenir un nouveau produit. On va pouvoir couler le fer comme on pouvait couler les autres métaux, alors qu'on ne pouvait pas le faire jusqu'à présent. Mais, à dire vrai, c'est ce que j'ai indiqué en bas de la diapositive. Le procédé direct sert quand même essentiellement à produire du fer. On peut utiliser la fonte, on l'utilise, mais on a besoin quand même essentiellement encore de fer que l'on va pouvoir mettre en forme de la même manière qu'on savait le faire auparavant. Je vais donc vous parler maintenant rapidement de l'apparition et de la diffusion du procédé indirect. Donc là, on va être, vous allez le voir, dans les 2 derniers siècles du Moyen-Âge. Alors, plusieurs régions d'Europe, disons, revendiquent en quelque sorte un procédé indirect très ancien et très primitif. Je vais vous en présenter 3, les principaux, qui ont été mis, pour 2 d'entre eux, en évidence essentiellement par les fouilles archéologiques, donc par le fait qu'on a mis au jour des fourneaux, et puis le dernier, la Wallonie, dont la connaissance repose essentiellement sur des textes. Alors, premier point, c'est le cas de la Suède, dans le district de Norrberg. Et là, Gert Magnusson a mis en évidence et a fouillé notamment plusieurs fourneaux, notamment un qui est très connu dans le milieu des archéométallurgistes, donc qui s'appelle Laputan. Et vous le voyez que c'est maintenant, évidemment, c'est pas forcément très parlant, mais il l'a interprété comme un fourneau ayant un massif carré avec 2 embrasures, une embrasure pour les soufflets, c'est-à-dire des ouvertures qui vont au cœur du fourneau, une autre pour couler la fonte, et notamment il a trouvé beaucoup autour, j'en reparlerai rapidement tout à l'heure, beaucoup de laitiers, autrement dit ces scories de fer, extrêmement pauvres en fer, justement, essentiellement très vitreuses, qui montrent qu'il y a eu une très bonne séparation entre la scorie et le fer, contrairement à ce que vous avez pu voir pour le procédé direct. Donc ces laitiers, qui sont des scories quand même de hauts fourneaux assez classiquement, sont un très bon indice. Il a trouvé aussi autour de son fourneau un certain nombre de foyers qu'il interprète comme des foyers pour l'affinage.
Et ce sont des foyers, là, cette fois-ci, qui n'utilisent pas l'énergie hydraulique, alors que ce fourneau-là est alimenté donc, par une soufflerie hydraulique. Alors, il a même reconstruit en partie ce fourneau, qu'il a d'ailleurs un petit peu de mal à faire fonctionner, parce que c'est assez difficile, finalement. On est dans des échelles qui rendent toujours un peu difficile l'expérimentation à partir du moment où on passe au fourneau. Alors, du côté de la Rhénanie, dans le comté de la Marque, l'ex-comté de la Marque, vous avez également un certain nombre de fourneaux qui ont été mis au jour. Donc, je vous donne les deux exemples où vous voyez qu'il y a un massif relativement large, 3,50 m pour celui du haut à Ausrade, celui du bas aurait avait un plan plus carré et également un massif plus large, d'environ 5 mètres de côté, ce qui est déjà beaucoup et ce qui est plus que ce que l'on connaît pour les bas fourneaux. Également, donc vous voyez que là, ce n'est pas tout à fait la même chose, vous n'avez qu'une seule embrasure, qu'une seule ouverture qui servait à la fois à la soufflerie, qui était hydraulique, et à sortir le produit. Ce produit était de la fonte, on a retrouvé également des laitiers, et là encore, les foyers pour l'affinage de la fonte sont des foyers qui sont dépourvus d'énergie hydraulique. Et on voit par là même qu'il y a production de fonte, ce n'est pas forcément la chose la plus difficile à partir du moment où on a une soufflerie hydraulique, puisque les températures sont atteintes. Le problème, ce qui va faire goulet d'étranglement, ce qui va être une difficulté à passer, c'est l'affinage de cette fonte. Puisqu'on veut faire du fer, on a vu que le fer, la fonte n'est pas un fer normal, et qu'il fallait donc le repasser au feu, mais c'est cette étape de la forge d'affinerie qui est difficile, en fait, qui est compliquée dans les débuts du procédé indirect. Cette étape va être franchie, semble-t-il, autant qu'on puisse le connaître dans l'état actuel de la recherche, en Wallonie, dans la Belgique actuelle, et notamment à la fois du côté du comté de Namur et de la principauté de Liège. Dans le comté de Namur, on a, c'est le document que je vous ai pointé tout à l'heure sur l'autre diapositive, on a cette charte de privilèges accordée par le comte de Namur aux ferrons de Josse. Et ce qui est intéressant dans cette charte, c'est que ces ferrons, s'ils n'avaient pas certains avantages, menaçaient de retourner en leur pays, en Allemagne. Et là, peut-être, on a quelque chose qui est un début, en quelque sorte, de mise en évidence d'une diffusion du procédé. Peut-être venait-il d'Allemagne, on ne sait pas d'où, pourquoi pas de Rhénanie, où ils connaissaient ces fourneaux capables de produire de la fonte. Et puis, dans les années qui suivent, on a un certain nombre d'indices du procédé indirect, des indices textuels cette fois-ci, avec toutes les difficultés que ça suppose dans l'analyse du vocabulaire, mais parmi les indices importants, il y a les noms des travailleurs, et on rencontre par exemple, je n'ai pris que 2 exemples, mais il y en a bien d'autres, j'ai pris des exemples assez précoces, on rencontre Gérard le fondeur, on rencontre aussi Anos l'affineur, etc. Et ces mots, le fondeur, l'affineur, ont un sens quand même très précis et avec d'autres éléments, sont un très bon indice qu'on est passé là au procédé indirect. Et comme vous allez le voir juste la diapositive suivante, ces pays-là d'Allemagne, mais souvent de Wallonie, que viennent les ouvriers qui ont diffusé le procédé indirect, on pense également que le procédé indirect connu ensuite a été élaboré en quelque sorte, c'est ce qu'on appelle souvent la forge wallonne, avec une forge d'affinerie qui utilise aussi, cette fois-ci, l'énergie hydraulique. C'est la grande nouveauté, on pourrait dire wallonne, probablement, c'est que non seulement on sait faire de la fonte, mais on sait l'affiner de manière beaucoup plus aisée que ce que l'on pouvait faire auparavant grâce à l'emploi de l'énergie hydraulique. Vous aurez remarqué entre-temps que la diffusion de l'innovation, elle se fait par le parcours des techniciens. Ce sont eux, ce n'est pas du tout par livre ou par d'autres moyens, mais c'est par le moyen des migrations des travailleurs que se diffuse l'innovation. Cette innovation se diffuse de manière assez large, vous le voyez, dans les années qui suivent. Ça s'élabore d'une manière qui va se diffuser, on va dire, probablement dans la seconde moitié du XIVe siècle, milieu XIVe siècle, seconde moitié, et assez rapidement après, quelques décennies quand même,
on a un certain nombre de mentions, surtout à partir du XVe siècle, qui montrent que on utilise en fait, et souvent on a des ouvriers qui ont des noms originaires de Liège, de Namur, où on dit parfois un tel le liégeois, donc c'est clair et net, et on a l'installation de ces forges utilisant le procédé indirect. Avant de passer à la suite, je voudrais juste pointer deux lieux particuliers. Vous voyez que ça concerne en fait une bonne partie de la France du Nord, et ensuite ça a traversé la Manche à l'extrême fin du XVe siècle pour se diffuser en Angleterre. Il y a eu aussi probablement des choses qui se sont passées vers l'Est. Et je voudrais pointer donc deux points particuliers. D'une part, le point ici, c'est la Haute-Marne, 1447. On est tout à fait, vous voyez, dans des chronologies habituelles. Et puis, autre point, parce que je vais le développer un petit peu, parce que ce sont mes propres travaux, donc je vous donnerai quelques éléments sur ce qui s'est passé ici, dans le pays de Bray. Donc, ce sont les deux points sur lesquels je fais un petit éclairage plus approfondi. En Haute-Marne, donc là j'ai emprunté ces dates à l'ouvrage La métallurgie de la Haute-Marne, publié par l'Inventaire. Et vous voyez qu'il y a, dans les environs de 1450, beaucoup de choses se passent à partir de 1450. Je vous ai dit 15e siècle, mais la plupart du temps, la grande diffusion, c'est à partir autour et à partir surtout de 1450. Et vous voyez que là, cette chronologie est tout à fait conforme. Mais ce qui est remarquable, tout à fait, dans le cas de la Haute-Marne, qui est une terre évidemment de fer, et qui le sera encore très longtemps, bien sûr, eh bien, c'est que très vite, il y a quand même beaucoup de forges qui utilisent très tôt et très vite, qui utilisent ce procédé indirect. Alors, dans le pays de Bray, c'est sans doute un peu plus modeste, mais je connais un peu mieux la question. Eh bien, également dans le Bray Picard, vous voyez encore 1451. On est dans les mêmes dates. Et pour le Bray normand, quelque chose d'un petit peu plus tardif, puisqu'on est là à partir de 1486. Comment peut-on connaître le procédé indirect ? Ce procédé indirect précoce, je ne veux pas dire primitif tout à fait, on est plus tout à fait dans le primitif, puisque à partir du moment où ça se diffuse, c'est un procédé qui est quelque part maîtrisé, suffisamment maîtrisé en tout cas. Eh bien, on a plusieurs moyens, les textes, les images, l'archéologie. Donc je vais passer en revue les 3 points de manière assez succincte, mais pour vous montrer un petit peu ce qui permet de dire éventuellement qu'on est bien dans le procédé indirect et comment ça fonctionne et quelle est la structure des usines. Alors les textes, tout d'abord, je vous en montrerai qu'un seul exemple, dont je vous ai parlé à l'instant. C'est ce texte qui montre en 1451, en fait on a un vidimus, c'est-à-dire en fait on a une copie d'un texte, on n'a plus tout à fait l'original, on a une copie mais assez ancienne aussi, de 1479, où l'on voit que le seigneur de Saint-Paul, on est tout près de la ville de Beauvais, va donner à bail, louer en quelque sorte, une place, un lieu où il y avait un moulin, à charge d'y bâtir un moulin à faire. Donc ce moulin à faire, c'est évidemment quelque chose qui n'est pas très parlant en soi, mais il y a d'autres documents qui montrent, sans l'ombre d'un doute, que nous sommes bien dans le procédé indirect. Déjà, vous reconnaissez Pierre le Fondeur, ce nom-là spécifique. Or, il est dit dans le texte que Pierre le Fondeur vient de la principauté de Liège et que Henri le Féron vient du comté de Namur. Donc là, on a ce lien très, très net entre les deux régions. Ces deux ouvriers, enfin un peu plus qu'ouvriers, je pense, on pourrait les appeler déjà des maîtres de forge, eh bien, s'installent. Vous voyez où se trouve l'usine qu'ils vont effectivement bâtir, ici. Et vous voyez que dans les années 1450, à partir des années 1450, se développe toute une petite région sidérurgique ici, du côté du Bray-Picard, quelques autres intermédiaires et aussi toute une région, enfin toute une série d'usines à fer utilisant le procédé indirect du côté du Bray normand quelques décennies plus tard. Avec, dans les textes, donc il faut toujours interpréter le vocabulaire, c'est une difficulté, mais on a bien 2 types d'établissements très différents, on a une dualité, et ça c'est très important, 2 étapes et donc deux noms différents, c'est assez logique.
Les hauts fourneaux sont appelés ici des fonderies et les forges d'affinerie sont appelées des forges. Cette dualité des mots se retrouve sur le terrain par une dualité de scories. Et donc, on va avoir sur les sites de hauts fourneaux, de fonderies, on va avoir des laitiers. Voilà à quoi ressemblent les laitiers dont je vous ai parlé un petit peu déjà tout à l'heure. Donc, ça a une allure assez différente des forges d'affinerie qui ressemblent davantage à des scories denses du procédé direct de bas fourneau. En tout cas dans la matière, pas forcément dans la forme. Et donc cette dualité de scories qui recouvre la dualité du vocabulaire montre, avec aussi d'autres indices, montre qu'on a bien un procédé indirect. Vous avez deuxième grand type de source pour étudier ce genre de choses, des images. Je vous montre ici, toujours dans le Pays de Bray, cette fois-ci le Pays de Bray Picard, je vous montre un plan où l'on voit ici la fonderie, donc c'est le haut fourneau, et ici forge de Rambevillers, c'est-à-dire de Rainvillers, sur là, en l'occurrence, 2 sites différents, mais ils pourraient être éventuellement sur le même site. Les images sont également parfois plus éloignées et parfois un petit peu plus récentes. Vous avez notamment un certain nombre de peintres flamands et wallons qui ont représenté des hauts fourneaux et des usines à fer, on pourrait dire, formées de hauts fourneaux, mais également de la forge d'affinerie. Donc je vous montre quelques images rapidement. Voilà l'usine à fer, le haut fourneau représenté par Jean Bruegel le Jeune. C'était pas habituel, il a fait un tableau, mais qui est très parlant, où l'on voit une très grosse tour en maçonnerie, et on aperçoit ici, mais très mal, les soufflets, ici on les aperçoit, la roue hydraulique pour actionner les soufflets, et puis la coulée de fonte. On représente souvent la coulée de fonte parce que c'est le moment quand même spectaculaire de ce qui se passe au haut fourneau. Henri Blaise est bien connu comme étant un peintre qui a fait plusieurs tableaux. Il en a fait 5 tableaux, tous un peu sur le même modèle, lui ou son atelier, et où on reconnaît toute la chaîne opératoire du fer. Ici, l'extraction dans les mines. Ici, le haut fourneau, plutôt moins facile à interpréter que celui de Jean Bruegel. Et ici, et c'est ça qui est intéressant surtout dans les tableaux d'Henri Blaise, la forge d'affinerie. Ici, un tableau conservé à Graz, ici, un tableau conservé à Vaduz, vous voyez toujours sur le même modèle, et je fais un petit zoom, en l'occurrence sur la forge d'affinerie, où l'on voit à la fois donc ce foyer où le fer est affiné, ou plutôt la fonte qui arrive ici, vous voyez, sous forme de gueuse, donc de cette espèce de grande barre oblongue, qui est ici affinée, et on a une loupe. Je ne sais pas si c'est vraiment la loupe qu'il porte comme ça, parce que ça devait être quand même relativement lourd, mais cette masse brute de fer qui va être portée sous le gros marteau. Donc voilà, dans le cas de Graz, on aperçoit ici ce gros marteau, associé également à un foyer. Ici, on est dans le cas de ce qu'on appelle la chaufferie. Donc dans la forge wallonne, on a dans la forge d'affinerie 2 foyers, l'affinerie, avec, vous voyez, des soufflets hydrauliques. On aperçoit la roue qui se trouve juste derrière. Et puis, la chaufferie, c'est-à-dire le moment où on va mettre en forme cette masse brute, et puis qui est formée d'un foyer, avec là aussi une soufflerie hydraulique, et d'un gros marteau, lui également, actionné par l'énergie hydraulique. Voilà une autre image. Les images, ça a l'avantage, vous voyez, on est là dans les années 1550 pour Henri Blaise, de montrer bien sûr divers moments et divers moments de la chaîne opératoire, et aussi les gestes techniques des ouvriers. Donc c'est très précieux pour cela, bien sûr. Ni les textes, ni l'archéologie, dont je vais vous parler rapidement juste après, ne permettent cela. Alors, justement, pour l'archéologie, je vais vous montrer quelques diapositives que je commenterai rapidement du chantier de fouilles que j'ai mené sur une usine à fer dans le Pays de Bray. C'est le Pays de Bray normand, il s'agit de l'usine à fer de Gliney. Alors voilà le cadre bucolique de la prairie de Gliney au moment où nous sommes arrivés. Vous reconnaissez peut-être ici une levée de terre qui en fait permettait une retenue d'eau importante. On a besoin évidemment de beaucoup d'eau. Et c'est ici que se développe l'usine à fer. Vous allez voir, la rivière coulant par derrière. Mais bien sûr, il y avait une retenue d'eau avec des ouvertures qui permettaient
à l'eau de venir actionner des machines. Voilà à quoi cela ressemble après le passage des archéologues, avec ici une explication. Vous voyez au fond le bâtiment encore conservé en partie du haut-fourneau, et puis des choses moins lisibles au premier abord de la forge d'affinerie, ici au premier plan. Voilà un plan où vous voyez de nouveau la structure tout à fait conforme à ce que je vous ai dit, des tableaux, avec les tableaux d'Henri Blaise, le haut-fourneau d'un côté, la forge d'affinerie elle-même composée d'une affinerie et d'une chaufferie munie d'un gros marteau. Voilà à quoi ressemble le haut-fourneau, avec une interprétation qui montre qu'il y a un massif de 5 mètres à peu près de côté, 2 embrasures, l'une pour la soufflerie, l'autre pour l'espace de coulée, une roue hydraulique qui recevait l'eau depuis la retenue, structure qui est tout à fait conforme non seulement à d'autres fouilles que j'ai listées sur le côté, mais également aux images que nous avons du XVIIIe siècle. On commence à avoir pas mal d'images de haut-fourneaux en élévation. C'est le cas ici, par exemple, dans l'art des forges de Courtivron et Bouchu, puisque vous voyez ici les soufflets, la soufflerie hydraulique, et ici l'espace de coulée. La forge d'affinerie est également tout à fait conforme à la forge wallonne et identique à un certain nombre de forges connues par ailleurs, soit pour la fouille comme celle de Tchingley, soit par l'image comme celle d'Henri Blaise, etc. Et un des équipements les plus spectaculaires qui a été mis au jour dans l'affinerie de Glinay, c'est le gros marteau. Ce gros marteau dont vous voyez que grâce à l'humidité des lieux, eh bien, le bois qui n'avait jamais été mis au jour, mis à l'air, était conservé jusqu'à ce qu'on le retrouve, conservé plus ou moins bien, mais plutôt bien pour l'époque. Et donc, ce gros marteau peut être interprété de la manière suivante. Ce que vous avez vu un petit peu des bois qui appartiennent soit au passage de l'eau sur la roue, soit à ce qu'on appelle parfois la grande attache, c'est-à-dire une structure appartenant au marteau. Donc vous voyez la grande attache ici et la petite attache ici, c'est du vocabulaire bien connu au XVIIIe siècle. Vous allez voir tout à l'heure à quoi cela correspond. Et puis ici, c'était le lieu où il y avait l'enclume. Le marteau lui-même se développant ici, dans cet espace-là. Et en fait, on a tout à fait donc la même structure que ce qu'on aperçoit un petit peu dans les tableaux d'Henri Blaise, mais ce que l'on voit clairement ici, par exemple, sur cette planche de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, et ce que l'on appelle le drôme, donc on parle de marteau à drôme, c'est cette charpente distincte de celle du bâtiment, qui est une charpente donc du marteau lui-même, qui sert avec tous les dispositifs que l'on a pu apercevoir dans la fouille autour de l'enclume, de la base d'enclume qui est énorme, qui sert à encaisser les coups, des coups énormes de ce marteau. Voilà, donc la fouille a mis en évidence d'un côté la structure de l'usine et a montré qu'il s'agissait bien d'une forge wallonne, avec des particularités, disons, un petit peu anciennes, propres au XVIe siècle. C'est une forge que je n'ai pas précisée, mais qui est connue déjà en 1486 et qui, semble-t-il, a fonctionné à peu près pendant un siècle. Donc, globalement, c'est une usine à fer du XVIe siècle. Et puis, second volet de ce que l'on peut faire quand on fait de l'archéologie sur ces sujets, c'est de l'archéométrie. Et là, Philippe Dillmann, disons, c'est lui qui a fait ces travaux, ainsi que Anne-Marie de Zolty. On va pouvoir caractériser par l'analyse les produits et les déchets. Alors, on a quelques produits, on a quelques morceaux de fonte et quelques morceaux de fer, bien que ça ne soit pas l'essentiel, puisque normalement, c'est assez logique qu'il n'y en ait pas beaucoup sur place, puisque c'était transformé ou vendu. On a énormément de déchets, en revanche. Et donc, en analysant à la fois la fonte, le fer et les laitiers et les scories d'affinerie, on va pouvoir caractériser, d'une part, ici, la fonte, et donc, sans aller du tout dans le détail, on a trouvé essentiellement de la fonte grise, en l'occurrence, et puis on a mis en évidence, chose, disons, là, qui était assez nouvelle et assez étonnante, la présence de phosphore dans la chaîne opératoire,
phosphore qui était en fait dans le minerai et qui caractérise la fonte et le fer. C'est un minerai phosphoreux. On a une fonte phosphoreuse et un fer phosphoreux. Bon, je ne commenterai pas longuement cela, mais on peut voir donc à la fois cette fonte avec un graphite en rosette, autrement dit une fonte grise, avec des endroits que l'on peut identifier comme étant des eutectiques phosphoreux, autrement dit, qui montrent que c'est bien une fonte phosphoreuse. On a même pu mettre en évidence que le minerai est phosphoreux, la fonte l'est, mais le fer, finalement, qui est, on ne peut pas dire autrement, phosphoreux à sa manière, mais vous voyez qu'il y a une bonne partie du phosphore qui, grâce au savoir-faire et à la manière de travailler dans le foyer d'affinerie, et finalement passe dans la scorie, et que donc ils savent en quelque sorte produire un fer correct, parce que le fer phosphoreux, s'il y a trop de phosphore, il peut être de mauvaise qualité, être cassant, etc. Donc ils sont capables de faire un fer correct, on va dire, de qualité normale, dans les conditions du Pays de Bray, autrement dit avec un minerai phosphoreux. Je terminerai, là je suis pratiquement à la fin de mon exposé, en abordant deux questions, mais de manière très très rapide. D'abord, pourquoi le procédé indirect s'est-il justement diffusé de cette manière au XVe siècle ? Alors ça, c'est assez facile à comprendre, ça a été bien mis en évidence par Paul Benoît, qui a étudié ces questions. Une des particularités du procédé indirect, c'est de pouvoir produire en grande quantité. Du fer en grande quantité, alors il faut y mettre les moyens, notamment des moyens en termes de combustible, et puis aussi des moyens en termes d'équipement, etc. Mais on produit de grandes quantités avec une main-d'œuvre finalement assez limitée. On a un gros gain de productivité du travail. Et donc, il se trouve qu'au XVe siècle, on est dans une période, surtout à partir de 1450, vous avez vu que c'était la date, disons, où cela se diffusait le plus, on est dans une période où on a des besoins en fer énormes. La guerre de 100 ans est terminée, ou sur la fin. On est dans une période de croissance, on a besoin de beaucoup de fer, notamment pour les bâtiments ou pour les ancres, enfin, etc., ou simplement pour des clous ou pour des usages plus ordinaires. Et on est dans une période de pénurie de main-d'œuvre, avec une main-d'œuvre qui est chère. Autrement dit, cela apparaît à certains seigneurs, et les seigneurs ont un rôle important dans la diffusion du procédé indirect, comme un moyen, finalement, de produire du fer à moindre frais et en grande quantité. Et à l'époque, on n'a pas de problème pour le combustible. Le combustible, c'est du charbon de bois, et donc ce qui va devenir, quelques décennies plus tard, pour certaines régions, notamment pour le Pays de Bray, un problème, c'est-à-dire que ça consomme énormément de bois, ne l'est pas au moment où cela se diffuse, vers 1450 et jusqu'à la fin du XVe siècle. Et puis, quels sont les développements ultérieurs ? Eh bien, écoutez, c'est une innovation médiévale, certes, mais c'est une innovation fondamentale qui nous concerne toujours. Du point de vue du haut fourneau, en tout cas, on a un appareil qui n'a pas changé. Alors, il a changé de manière évidemment un petit peu périphérique. Bien sûr, le haut fourneau, qui nous paraît petit, de 1570, a grandi. Et bien sûr, il y a un certain nombre d'innovations qui ont accompagné, mais globalement, le procédé est toujours le même. En revanche, du point de vue de l'affinage, de la forge d'affinerie, il y a eu des innovations majeures. Je vous ai dit qu'au début, l'affinage était un goulet d'étranglement, une difficulté à résoudre. La forge wallonne, la forge d'affinerie wallonne avait trouvé des solutions, mais il y a eu d'autres solutions qui ont été utilisées ensuite, notamment, donc au XVIIIe siècle d'abord, le pudelage, qui permettait là aussi un gain de productivité. Et puis bien sûr, là on est dans un saut ensuite technologique là également, le procédé Bessemer, qui permet bien sûr de produire énormément, enfin plus de fer, et ce n'est pas du fer, cette fois-ci, on produit directement de l'acier, ce qui est également un avantage majeur au moment du XIXe siècle. Voilà, j'ai terminé mon exposé.